Hallo, bienvenue dans le premier épisode sur l'intégration en Norvège, l'épisode S'installer en Norvège. Comme je vous avais dit dans l'épisode de présentation, je vais faire des enregistrements qui seront classés par thème. Donc il y aura un thème sur l'intégration, avec plusieurs épisodes. Donc là, c'est le premier, s'installer en Norvège. Il y aura un épisode sur comment trouver du travail, comment apprendre le norvégien, sur l'intégration sociale. Il y aura toute une série aussi sur la vie en Norvège au quotidien, comme par exemple le déroulement tout simple d'une journée, le rythme qu'ont les gens par rapport au travail, au rythme alimentaire, le rapport à la nature, comment les Norvégiens partent en vacances, etc. Il y aura aussi une série sur la culture, culture et tradition. Je parlerai de musique. On m'a aussi posé beaucoup de questions sur le vin et sur l'alcool en Norvège. J'en parlerai aussi. Et puis, il y aura une série sur le tourisme, notamment comment préparer son voyage en Norvège, comment venir en Norvège, et est-ce que c'est mieux de venir l'été ou l'hiver, voilà, des trucs comme ça. Donc je vais tout classer en thème avec des sous-thèmes, donc j'espère que ces épisodes vous seront utiles. En tout cas, j'ai fait jusqu'à présent juste un premier épisode de présentation, donc là c'est le premier vrai épisode, donc bienvenue à tous. Donc s'installer en Norvège. Alors tout d'abord, pour ceux qui souhaitent venir s'installer en Norvège, je suppose que vous avez commencé à faire un petit peu des recherches, et c'est vrai que je voudrais juste commencer par un petit point. Quelquefois sur les groupes, sur Facebook, sur les forums, sur les sites internet, etc., vous avez peut-être remarqué que quelquefois le ton monte un peu, en fait, parce que c'est vrai quand je dis on, c'est parce qu'on est plusieurs à répondre aux questions, à être des Français intégrés en Norvège et à répondre à vos questions pour vous aider à venir vous installer ici. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a trop de gens qui pensent que la Norvège, c'est le pays des bisounours, que, un ras-le-bol de la France et de ce qui s'y passe peut faire que c'est plus facile et mieux ailleurs, alors que c'est pas forcément le cas, même si c'est vrai que vu les circonstances en ce moment en France et tout, c'est pas facile, mais ça veut pas forcément dire que ça va être facile ailleurs, mais ça c'est vrai pour n'importe quel pays, partout à l'étranger. D'autant plus qu'en Norvège, la vie est chère, donc c'est vrai qu'il faut pas croire que... Enfin, en général, les gens qui pensent comme ça, oh j'en ai marre de la France, allez, oh j'aime trop les fjords, ou je veux aller à la chasse aux aurores boréales, je vais aller vivre en Norvège. Euh, En général, les gens qui pensent comme ça, malheureusement, ça marche pas. Donc c'est vrai que souvent, les gens qui répondent sur les groupes et tout, c'est de façon un peu sèche, mais c'est pas du tout pour vous décourager de venir en Norvège, c'est plutôt pour vous inciter à mieux préparer votre départ en fait, et à mieux préparer votre projet. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de la réussite de l'intégration en Norvège, c'est qu'il faut avoir un projet. Je pense, hein, après il y a plein de... Encore une fois, pour revenir sur la directive de ce podcast, j'ai pas la réponse à tout, je sais pas comment tout se passe dans toutes les circonstances. Moi, je vous donne mon point de vue, je vous dis ce que je sais, et je ne sais pas tout. Et je ne connais pas tous les cas de figure, en fait. Donc encore une fois, je vous donne mon avis. Après, il faut aller piocher à d'autres endroits et tout ça pour vous faire votre opinion. Mais en tout cas, si on réagit comme ça, encore une fois, voilà, c'est pas du tout pour vous décourager de venir en Norvège. C'est plutôt pour mieux vous préparer. Donc, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui viennent comme ça sur un coup de tête, sans préparation, en général, ça dure pas longtemps, hein. On reste pas longtemps en Norvège sans projet, sans travail, donc
on brûle ses économies et on repart frustré et ruiné. Frustré parce que notre projet n'a pas marché et ruiné parce que la Norvège, c'est un pays où tout est cher. Donc, pour l'arrivée en Norvège, donc je vous raconte un petit peu mon histoire, mon projet, comment moi je suis arrivée. Parce que peut-être que ça correspondra au profil de certains d'entre vous, donc peut-être que ça pourra vous aider, puis je parlerai aussi d'autres cas de figure, évidemment. En fait, il y a plusieurs possibilités pour venir s'installer en Norvège. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de tourisme maximum en Norvège, c'est 3 mois. Vous verrez que dans tous les épisodes que je vais faire, là, je vous raconterai des petites anecdotes et tout. Et la Norvège, c'est un pays où il y a plein de contradictions. C'est valable pour plein de choses. Et donc pour l'intégration, c'est valable aussi parce que par exemple, c'est assez facile de venir en Norvège parce que la Norvège, même si elle ne fait pas partie de l'UE, ni de la zone euro, elle fait partie de l'espace Schengen, donc du coup on n'a pas besoin de visa, on n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin de contrat de travail spécifique pour venir en Norvège. Avec sa carte d'identité, ça fonctionne. Par contre, on a le droit de rester au maximum 3 mois en tant que touriste. Si on veut rester plus de 3 mois, là, il faut trouver du travail. Donc c'est en ça la difficulté de venir s'installer en Norvège, c'est que c'est facile de venir, mais c'est pas facile de rester. Et en fait, de toute façon, en Norvège, c'est pas possible de rester si vous trouvez pas de travail. Donc ça va être ça la grosse difficulté. C'est pour ça que tout est un peu lié, en fait, les thèmes s'installer en Norvège, trouver un travail et apprendre le norvégien, c'est 3 thèmes qui sont vraiment liés. C'est une porte qui a claqué derrière moi, vous inquiétez pas. Peut-être aller la fermer d'ailleurs. Tout est lié. Donc en fait, soit vous trouvez un travail à distance avant, et du coup vous venez vous installer en Norvège avec ce contrat de travail. Soit vous venez en Norvège pendant ces fameux 3 mois autorisés de tourisme et puis vous cherchez un travail pendant cette période-là. Les premières démarches à faire en fait quand on arrive en Norvège, c'est d'aller s'inscrire donc au service d'immigration à l'UDI. Faut passer par la police et puis il y a plusieurs rendez-vous possibles. C'est pareil, ça c'est un peu une des difficultés de l'installation en Norvège, c'est qu'il n'y a pas tellement de démarches précises. Enfin, ça dépend de plein de cas. En fait, nous, la démarche qu'on a faite pour venir s'installer, elle n'a pas été valable pour d'autres gens. Enfin, il y a vraiment plein de situations et plein de cas différentes. Et j'ai l'impression que les autorités, pour les autorisations, etc., c'est quand même beaucoup au feeling et au ressenti des gens. Il y a des règles, évidemment, mais des choses qui ont marché pour certains vont pas marcher pour d'autres, etc. Donc vous l'aurez compris, de toute façon, pour venir s'installer en Norvège, il faut du travail. Donc nous, avec mon copain, en fait, on avait un projet, le projet d'ouvrir une école de musique et d'ouvrir une société audiovisuelle pour moi, enfin de me mettre à mon compte pour travailler en photo et en vidéo. Donc du coup, c'est une autre démarche parce qu'en fait, on fait la demande d'un statut, mais on n'a pas encore de travail, puisqu'en fait, on demande le droit d'être indépendant. Donc, c'est encore une autre possibilité. Et du coup, nous, en fait, comme on voulait déménager par la route, on est venu en camion quand on a emménagé en Norvège.
Du coup, on savait qu'on allait se faire contrôler à la frontière, évidemment. Et du coup, avec un camion, faut justifier tout ce qu'on a dans le camion et pourquoi on est là et où est-ce qu'on va, etc. Donc nous, on ne pouvait pas venir s'installer puis faire toutes ces démarches-là après, puisqu'il faut un justificatif pour pouvoir entrer sur le territoire. Donc nous, il a fallu qu'on fasse ces démarches-là avant. Donc on est venu plusieurs fois en Norvège avant de venir s'installer pour avoir les papiers officiels. Et du coup, on a fait les démarches pour ouvrir notre société, en fait, se mettre à son compte. C'est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur, en fait, en France. En Norvège, c'est une société, mais c'est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur. Et, et en fait, quand on s'est retrouvés à l'UDI, eh ben, ils nous ont demandé quel projet on avait, si on avait un business plan, et ils nous ont demandé notre relevé de compte. En fait, ils nous ont demandé si on avait de l'argent parce que même si notre projet était intéressant et puis avait de bonnes chances de marcher, évidemment, en tant qu'indépendant dans un pays étranger dans lequel on ne parle pas encore la langue, tous les deux, c'était pas gagné. Donc, on savait que ça allait se passer comme ça. Donc, premièrement, on avait fait des économies. C'était pour ça que dans l'épisode de présentation, je vous ai expliqué qu'on a mis 4 ans à préparer ce projet. C'était pour ça. On a fait des économies. Et on a fait un prêt. On a fait un prêt conso en France pour avoir de l'argent sur notre compte pour que quand on arrive en Norvège, on puisse justifier d'un budget, en fait. Donc on me demande souvent s'il y a une somme particulière. Il n'y a pas vraiment de somme particulière. Je crois qu'il demande à peu près minimum, je crois que c'est 100 000 ou 150 000 couronnes par an par personne. Ce qui fait, c'est pas grand chose, ça fait 10 000 euros par personne, donc ça fait même pas 1000 balles par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, ils demandent cette somme à peu près pour être sûr qu'on puisse vivre au début, le temps qu'on trouve du travail et qu'on s'intègre. Donc nous, on avait tous ces points-là qui étaient validés. Et en fait, on n'avait pas encore notre numéro d'identité norvégien. On a juste fait ces démarches-là à l'UDI avec un business plan et une étude de marché et notre relevé de compte en banque. Et ça a marché. Ils nous ont donné le papier qui nous autorisait en fait à entrer sur le territoire norvégien. Par contre, la difficulté aussi, quand on veut venir en Norvège, alors là c'est complètement le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils nous ont demandé une adresse en Norvège. Sauf qu'on n'avait pas encore emménagé, donc on n'était pas encore en Norvège, donc on n'avait pas de logement. Sauf qu'il faut une adresse pour pouvoir avoir l'autorisation d'entrer, mais pour entrer, il faut un logement. Pour un logement, enfin, c'est sans fin. Ça peut être un peu compliqué dans certaines situations. Donc nous, on avait la chance d'avoir de très bons amis français qui habitent en Norvège, qui nous ont accueillis en fait chez eux et qui ont accepté de nous écrire un papier en norvégien, en fait, comme quoi on irait vivre chez eux au début, ce qui n'a pas été le cas, on a trouvé un logement, mais on avait une adresse, du coup, physique en Norvège. Et donc, suite à ça, on est rentré en France et on avait donc le document qui nous autorisait à entrer sur le territoire norvégien. Et donc, on a pu préparer notre déménagement et venir en camion avec toutes nos affaires. Et quand on a passé la douane, quand on est descendu du ferry, en fait, ça c'est pareil, ça fera partie d'un épisode tourisme, venir en Norvège en voiture. Parce que c'est possible et ça peut être rentable en fonction des cas. Et donc, nous, on a traversé, on est parti du nord-est de la France, on a fait Belgique, Allemagne, on est allé tout en haut du Danemark.
Et de là, on a pris un ferry qui arrive au sud de la Norvège. Et comme nous, c'était dans le coin où on allait, du coup, après, on n'avait plus beaucoup de chemin à faire, donc c'est assez pratique. Et on s'est fait donc contrôler, évidemment, avec le gros camion de déménagement à la sortie du ferry. Et là, on a montré 3 choses, donc notre passeport, le document que nous avait fourni le centre d'immigration, l'UDI, qui nous autorisait à venir sur le territoire norvégien. Et ils nous ont demandé direct, mais vous allez où du coup là? Vous allez vivre où? Vous allez à l'hôtel? On a dit non, non, on a un logement, on va chez des gens, on est hébergé. Et donc là, j'avais le document de mes amis norvégiens qui attestaient qu'on allait chez eux. Et donc on a pu entrer sur le territoire norvégien comme ça. Donc voilà, pour nous, ça s'est passé comme ça. Et puis on a fait par la suite toutes les démarches administratives. Et c'est là aussi, encore une fois, que le serpent se mord la queue, puisque pour trouver un logement, il faut un numéro d'identité norvégien, parce que les dépôts de caution, par exemple, sont encaissés sur des comptes en banque sécurisés. Sauf que pour avoir un numéro d'identité norvégien, il faut un logement. Donc c'est pas facile. Donc nous, on a commencé tout de suite par faire les démarches pour donc ouvrir nos sociétés. Et à l'époque, je sais pas si c'est le cas maintenant, je crois qu'il existe maintenant une version, moi ça fait 6 ans que je suis en Norvège, donc il y a 6 ans, le document à remplir pour ouvrir sa société n'existait qu'en norvégien. Donc évidemment, je ne parlais pas norvégien à l'époque, on ne parlait pas norvégien avec mon copain. Et puis on avait peur de pas bien faire les démarches et tout, et puis d'avoir des problèmes après, donc on a fait appel à un cabinet de compta. Comme on savait qu'on aurait besoin d'un comptable de toute façon après pour nos sociétés, du coup on a fait appel à un cabinet pour remplir ce dossier pour nous, et pour l'envoyer donc au service de demande. Et là, on a rempli le dossier et on a envoyé le dossier et 10 jours après, on a reçu notre ID. Là, encore une fois, je vous disais que ça dépendait des cas. On a eu de la chance parce que normalement, quand on fait ça, quand on n'a pas encore travaillé, quand on vient d'arriver, etc., on reçoit un numéro d'identité norvégien, mais temporaire, qui s'appelle un D-number, D-nummer en norvégien, qui est un numéro temporaire qui est valide 5 ans. Et nous, en fait, on a reçu directement le fødselsnummer, donc le numéro d'identité norvégien définitif, en fait. Donc je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je pense que ça dépend des cas. Ils ont dû trouver que, je sais pas, que notre projet était sérieux. En tout cas, c'est ce qui est sûr, ce qui a joué, c'est que c'était envoyé et tamponné, validé par un cabinet de compta. Je suis presque sûre que si on avait rempli le dossier nous-mêmes sans cette signature, on n'aurait pas eu un numéro définitif par la suite. Donc c'est une astuce aussi peut-être pour vous, si c'est ce que vous souhaitez faire en arrivant, de vous mettre à votre compte. Passer par un cabinet de compta, parce que je pense que ça joue beaucoup sur l'obtention de ce numéro. Et c'est quand même il est quand même très important, ce numéro. Il est indispensable, il va vous donner accès à tout, en fait. Du coup, nous, on l'a reçu assez vite. Mais par exemple, on peut pas prendre de téléphone portable, on peut pas louer de logement, on peut pas ouvrir de compte en banque sans ce numéro. Donc vraiment, tout est lié à cet ID. Par rapport aux démarches, du coup, nous, on a fait ça, et dès qu'on a reçu ce numéro, on est allé ouvrir un compte en banque. Non, j'ai passé une étape, pardon. Je crois qu'on l'a reçu 15 jours après, ce numéro-là. Et en fait, on n'a pas pu aller à la banque tout de suite, mais entre-temps, du coup, il fallait qu'on trouve un logement.
Et là, c'était la grosse difficulté du coup, parce qu'en fait, pour les logements en Norvège, les dépôts de caution, ce qui est très bien, parce que du coup, c'est sécurisé, se déposent sur... c'est pas un chèque ou c'est pas un virement qu'on fait à quelqu'un, surtout qu'en Norvège, il y a beaucoup de particuliers qui louent des parties de leur maison, des petits appartes, des annexes ou un étage d'une maison, etc. Nous, on a vécu pendant 6 ans au rez-de-chaussée d'une maison privée chez des gens, en fait. C'était pas un immeuble. Donc, donc du coup, c'est des démarches qui sont différentes qu'en agence. Et du coup, justement, pour que ce soit sécurisé, quand on trouve un logement comme ça chez un particulier, les dépôts de caution sont sur des comptes sécurisés où justement il faut ce numéro d'identité norvégien. Et il faut la clé de banque parce que du coup en Norvège, quand on ouvre un compte en banque, on a un bank ID, donc c'est une petite clé comme une petite clé USB qui vous donne un code en fait de sécurité. C'est une sécurité qui est en plus de votre mot de passe, etc. Enfin, c'est vraiment bien protégé. Et du coup, il faut tout ça pour pouvoir faire le dépôt de caution pour le logement. Donc en général, il faut ouvrir son compte en banque avant de trouver un logement. Nous, on venait tout juste d'ouvrir notre compte en banque, je crois, quand on a trouvé le logement. Donc on n'avait pas encore d'argent sur le compte en banque parce qu'il fallait faire les virements de notre argent en euros sur nos comptes français, sur notre compte norvégien. Et du coup, ça prenait du temps et on a eu de la chance, on est tombé sur des propriétaires hyper sympa, on s'est vraiment très bien entendus, ils étaient ravis qu'on vienne vivre chez eux et du coup ils ont accepté que les 2 premiers mois on paye le loyer depuis notre compte français en fait. Ce qui était hyper chiant pour eux parce que du coup avec les taux de change, etc., le montant du virement n'était pas exact, c'était pas précis, donc moi je mettais toujours un peu plus pour qu'il ait plus, et du coup le mois d'après il me déduisait le petit plus que j'avais payé. Enfin bon, je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc en général, il faut attendre d'avoir son compte en banque, reçu ses sous sur son compte en banque pour pouvoir trouver un logement. Donc tout ça, c'est des étapes qu'il faut respecter. Et je sais que ben, moi, il y a 6 ans, encore une fois, tout ça, c'est allé assez vite et ça s'est fait vraiment très facilement. Mais j'ai cru comprendre sur les forums, sur les groupes, etc., que maintenant, ça prenait un peu plus de temps, parce qu'il y a plus de gens aussi. Donc, les validations pour ces numéros d'identité, etc., sont beaucoup plus longues. Après, donc voilà, soit soit trouver un travail à distance. Il y en a qui arrivent à trouver un travail avant de venir s'installer en Norvège. On peut passer des entretiens sur Skype, on peut faire des allers-retours, venir passer des entretiens ici, après rentrer en France. Il y a plein de possibilités. Ce qui n'est pas facile, ceci dit. J'en parle pas trop parce que du coup, ce sera un épisode à part entière, trouver un travail en Norvège. Donc là, je m'étends pas trop sur le sujet. Puis c'est très lié à l'apprentissage de la langue, etc. Donc j'essaye de m'en tenir au côté intégration, les démarches à suivre, etc. pour cet épisode. Mais en tout cas, de toute façon, si vous venez en Norvège et que vous n'avez pas de travail, vous ne pourrez pas rester. Et après ces 3 mois de tourisme maximum, je crois qu'il est possible, mais alors je connais personne pour qui ça a marché. Normalement, vous pouvez, après 3 mois, aller vous inscrire au Pôle emploi, donc à la NAV. C'est l'équivalent du Pôle emploi en Norvège. En tant que demandeur d'emploi. Et là, ils peuvent faire la demande pour vous de ce numéro d'identité. Mais, encore une fois, moi, je connais personne pour qui ça a marché. Je dis pas que c'est impossible, mais par rapport à la mentalité de la Norvège et à
au fait qu'ils sélectionnent quand même beaucoup. Du coup, ils veulent pas donner de numéro d'identité à des gens qui arrivent sur le territoire qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé et qui s'inscrivent en tant que demandeurs d'emploi. Après, encore une fois, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si vous avez un projet, par exemple, qui est intéressant, qui est très, qui va marcher, mais où il vous faut juste du temps et où vous avez été pris par le temps, etc. Ça, je pense qu'en rendez-vous, si ça s'explique, ça peut carrément marcher. Encore une fois, les gens sont assez à l'écoute, c'est assez personnel en fait, ça dépend des cas. Si vous êtes juste là comme ça et que la personne ressent que c'est juste parce que vous voulez rester plus longtemps mais que vous n'avez pas envie de travailler, ils vont le sentir direct et vous n'aurez jamais de numéro d'identité. Alors que si vous avez un projet concret mais que vous manquez de temps, etc., je pense que ça peut marcher. Dans tous les cas, il n'y a que ces 3 solutions-là pour obtenir un numéro d'identité norvégien. C'est avoir un travail. Deuxièmement, s'inscrire en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur, avoir une société. Troisièmement, passer par le Pôle emploi. Après, il y a plein d'autres cas de figure, évidemment. Là, je vous parle pour les gens, par exemple, pour un Français qui vient en Norvège tout seul, ou un couple de 2 Français comme nous, voilà, comme un couple qui vient en Norvège. Mais par exemple, si vous vous mariez, si vous êtes Français et que vous vous mariez à un Norvégien, c'est un autre cas de figure. Si vous avez, enfin voilà, il y a plein de, pour regroupement de famille, etc. Il y a plein de cas particuliers. Là, je vous parle vraiment juste des cas un petit peu généraux. Pour revenir un petit peu à ce système de banque qui est un petit peu particulier, je crois qu'en France, il y a quelques banques qui le font aussi depuis quelques temps, là, ce système de clés. Je sais qu'en Suisse, c'est comme ça depuis longtemps aussi. Donc en fait, c'est une petite clé USB qu'il faut avoir sur soi. Évidemment, il y a une formule numérique. C'est sur ce thème-là que, que je voudrais vous donner quelques informations. Là, c'est que là, en fait, en Norvège, tout est numérique. À la banque, il y a cette clé avec une version mobile, parce que du coup, si on n'a pas la clé, moi, ça m'est arrivé de vouloir me connecter, par exemple, au site où on gère nos impôts, au boulot, parce que je devais faire un truc pour faire une démarche administrative et j'avais pas ma clé. J'avais pas ma clé de banque. La plupart des gens ont leur clé de banque sur leur porte-clés, mais moi ça me saoule parce que c'est un peu gros, ça prend de la place. Enfin, j'aime pas avoir ça sur mon porte-clés. Donc il est toujours à la maison, je l'ai rarement sur moi. Donc du coup, quand je suis au boulot sur l'ordi et que je veux me connecter à un truc, bah, des fois je suis embêtée. Donc là, je me suis inscrite pour avoir l'application en fait téléphone. Et du coup, on n'a plus besoin de cette petite clé, mais encore une fois, ça reste digital et numérique. On a aussi une application qui s'appelle Vips, qui sert à payer en fait. Maintenant, on peut payer des factures, on peut payer des choses professionnelles, obtenir des reçus, etc. Mais au début, c'était que pour des achats privés, personnels. Par exemple, si vous vendez une paire de chaussures, que quelqu'un vient chez vous, il vous prend la paire de chaussures, au lieu de vous payer en cash, il peut vous faire un VIPS. Donc c'est une application en fait qui est liée au numéro de téléphone. Donc on rentre juste le numéro de téléphone de la personne, et comme notre numéro de téléphone est relié à notre numéro d'identité norvégien, qui est relié à notre compte en banque, etc., et ben du coup la personne peut nous payer directement. Donc ça c'est vraiment super pratique. Il y a même dans les magasins par exemple, ou dans les marchés. Sur les marchés en Norvège, souvent les gens ils ont juste l'appareil à carte, et encore pas tout le temps. Souvent ils ont juste un petit panneau en fait écrit Vips, et puis le numéro, c'est un numéro de téléphone du coup. Et en fait on paye par téléphone. Ils ont même pas de machine à carte. Donc c'est un système qui est très utilisé. Et puis bah, globalement, du coup, en Norvège, tout est numérique dans le sens aussi où on n'a pas de facture en fait. Tout est en facture électronique et en paiement automatique pour la plupart des paiements. Pour les factures que l'on reçoit, on paye en fait. Et c'est assez cher, hein. Je crois que c'est 50 ou
Je crois que moi, pour mon cabinet de comptable, je crois que c'est 50 couronnes pour recevoir la facture papier. Donc 50 couronnes, c'est énorme, ça fait plus de 5 euros pour recevoir la facture papier. Alors que la facture papier, elle va finir dans le classeur, je m'en servirai jamais. Alors que je reçois par mail une facture numérique en fait. Donc il faut dire non, je ne veux pas de facture papier pour arrêter ce service. Pour revenir au côté logement, je vous ai pas trop parlé des, des tarifs. En fait, en Norvège, se loger, c'est un gros budget, c'est assez cher. C'est un des points, justement, pour lesquels c'est assez difficile de rester en Norvège, en tout cas quand on a un budget en euros, parce que la vie coûte cher en Norvège. Il y a quelques petits trucs qui coûtent pas trop cher, mais il y en a pas tant que ça. Globalement, ça coûte quand même très cher. Donc quand on travaille en Norvège et qu'on gagne des couronnes norvégiennes, bah, du coup ça se passe bien. Ça peut être difficile aussi, hein, parce qu'il y a certains boulots qui sont pas très bien payés. Mais quand même, globalement, ça va, ça marche. Mais alors avec des euros, c'est vraiment très très compliqué. Je vous disais qu'il y avait beaucoup, pas dans les grandes villes, mais autour, en province, entre guillemets. Il y a beaucoup d'appartements dans des maisons privées. En fait, il n'y a pas beaucoup. Par exemple, moi j'habite à Tønsberg, et à Tønsberg, il y a très peu d'immeubles. En fait, il y a très peu d'appartements dans des immeubles. Il y en a hein, dans le centre-ville, évidemment, mais c'est beaucoup de maisons privées. Et en fait, en Norvège, c'est assez cher de louer. L'achat, ça reste cher, hein, ça reste des prix genre pas parisiens, mais presque dans certains cas. Mais disons que par exemple, moi à Tønsberg, là où je suis, un petit peu autour, pas dans les coins les plus chics, mais pour 300 000 euros, vous pouvez trouver une maison sympa, quoi, une petite maison sympa. Alors vous n'aurez pas un palace de 300 mètres carrés, mais pour 300 000 euros, vous avez une petite maison sympa. Donc du coup, ça va, c'est raisonnable. Par contre, en termes de loyer, ça peut être cher comme ça peut ne pas être cher. Moi, par exemple, j'étais à Paris avant. Donc à Paris, j'étais dans le 17e, je louais un appartement aux Abbesses de 30 mètres carrés, je louais 900 euros. Un appart assez pourri, hein, enfin un appart parisien typique, quoi, hein, moisi, humide, avec des fenêtres pas isolées et tout. Enfin bon, bref, vous voyez le topo. Ici, quand on est arrivé, on a eu donc l'appart dans la maison privée, là, chez les gens, qui faisait 65 mètres carrés, donc plus du double. C'est un appart tout neuf, chauffage au sol, tout nickel et tout. On payait 750 euros, enfin, l'équivalent de 750 euros, quoi. On payait 7500 couronnes. Donc du coup, c'était pas cher. Ça, c'était pas cher. Après, c'est pas cher parce que c'était Tønsberg. À Oslo, par exemple, je suppose que la plupart... Ça, c'est pareil, j'essayerai à chaque fois que je parlerai de thèmes, par exemple, trouver du travail, l'intégration, etc., il y a une réelle différence en fonction de là où vous allez en Norvège, évidemment. À Oslo, c'est pas la même chose qu'ailleurs dans le pays ou que dans les grandes villes en général et ailleurs. C'est pas pareil. Les délais sont pas les mêmes. Moi, ça a mis 10 jours. Quelqu'un à Oslo, ça va mettre 3 mois. Enfin, voilà, c'est vraiment... faut vraiment faire en fonction de là où on va aller, en fait. Et à Oslo, les logements sont très, 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 très chers. J'ai vu des annonces passer pour une chambre en coloc dans un appart en centre-ville. Quand je dis une chambre, c'est pas un coin de la maison, enfin c'est une chambre, c'est-à-dire une chambre de 10 mètres carrés. Ça peut aller entre 6 000 et 8 000 couronnes, donc c'est-à-dire entre 600 et 800 euros
pour une chambre de 10 mètres carrés. Enfin, c'est énorme. C'est plus cher qu'à Paris, quoi. Donc après, par exemple, les loyers à peu près. Alors après, plus on va prendre grand, ça c'est comme partout, hein, plus on va prendre grand, moins ça va être cher proportionnellement, évidemment. Mais pour un appart de 2-3 pièces, faut quand même compter dans les 15 000 couronnes. 15 000, 20 000 couronnes, entre 1 500 et 2 000 euros de loyer. Ça, c'est pour Oslo, hein. Du coup, à Tønsberg, c'est un petit peu moins cher. Mais c'est un gros budget. Et puis, tout coûte cher en Norvège. Donc, si vous sortez boire un café, ça coûte cher. Manger dehors, ça coûte très très cher. Se déplacer en transport, c'est très très cher. Se déplacer en voiture, c'est très très cher. Prendre le taxi, c'est très très cher. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, prendre le taxi. Moi, j'habite à 10 minutes du centre-ville de Tønsberg. En taxi, c'est 50 euros. Donc autant vous dire que c'est inconcevable de faire l'aller-retour en taxi si je vais à une soirée ou si je vais quelque part. Ça fait 100 euros, quoi, aller-retour. Enfin, c'est pas possible. Voilà, globalement, tout est assez cher. Après, il y a plein de moyens de contourner ça, justement. Ça fera partie du, du podcast. Enfin, j'en parlerai, je pense, à plein d'endroits différents, mais j'en parlerai aussi surtout dans le côté tourisme, comment dépenser moins quand on arrive en Norvège. Je sais que nous, avec mon copain, par exemple, on s'est fait, au début, quand on est arrivé, il y a un jour, on s'est dit, tiens, on s'ennuie, on va se promener. Donc on a pris la voiture. C'est pareil, la voiture, ce sera un épisode à part entière, parce qu'avoir une voiture en Norvège, c'est un gros thème, parce que ça coûte cher. Et on s'est dit, on prend la voiture, on va faire un tour en ville, on va se promener. Donc tout bête. On est allé faire un tour en ville, donc on prend la voiture, on passe un péage, on arrive en ville, on doit se garer, on paye le parking. Le parking, c'est en centre-ville, c'est entre 30 et 40 couronnes de l'heure. Donc entre 4 euros de l'heure, 5 euros de l'heure quelquefois, 6 à certains endroits. On reste quelque temps ici, on va en ville, on prend un petit café. Un café, alors si vous prenez un café dans genre au 7-Eleven ou à Narvesen, etc., c'est 10 ou 15 couronnes, donc là ça va. Mais si vous prenez un café, genre dans un café, dans un bar, c'est très vite 30 couronnes, 30-35 couronnes. Donc ça fait 4 euros le café. Donc nous, on savait pas au début, donc on est arrivé, on prend le café, on rentre, genre on n'a rien fait. Mais en fait, de passer les péages, de payer l'essence, d'utiliser la voiture et de payer le café, genre on a dépensé 30 euros, quoi. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on fasse gaffe, parce que si c'est ça tout le temps, du coup, effectivement, l'argent part très très, très très vite en fumée, en fait. Pendant que je suis dans le petit secteur logement, j'en profite aussi pour vous dire que l'électricité est chère aussi. En Norvège, tout est électrique, il n'y a pas de gaz. Le gaz est interdit dans les habitations. Il y a des barbecues à gaz. Et en fait, c'est obligatoire, ça doit se trouver dehors. Il y a interdiction de stocker des bouteilles de gaz à l'intérieur des habitations. Il n'y a pas de gaz de ville, il n'y a rien, en fait, tout est électrique. Donc du coup, en termes de conso à la maison, on n'a que des factures d'électricité. Ça, c'est pareil, quand on arrive en Norvège, c'est un truc qui est un peu compliqué. Souvent, on prend la suite de celui d'avant, mais là, il faut faire très attention. Là, c'est une astuce que je vous donne, parce que moi-même, je me suis fait avoir et en fait, j'ai eu la flemme de changer et du coup, j'ai payé beaucoup trop cher pendant 5 ans. Donc je vous donne l'astuce maintenant. C'est qu'en fait, en Norvège, donc le service électrique, il est séparé en deux statuts. Enfin en deux sociétés, en fait. Il y a
Il y a la société qui fabrique l'énergie, donc ça, on ne peut pas le choisir. À partir du moment où on prend un logement et où on ouvre un compte pour l'électricité et qu'on donne le numéro de compteur, etc., cette société-là, elle prend le contact et donc on payera un bout à cette société-là. Et ensuite, il y a d'autres sociétés qui acheminent l'électricité. Et là, on a le choix. Là, il y a beaucoup de choix. Simplement, quand on arrive en Norvège, et ben voilà, ces sites, ils sont en norvégien, on comprend rien parce qu'il y a des forfaits. Et puis comme on a d'autres priorités, parce qu'on n'a pas fini d'ouvrir son compte en banque et que machin et tout, bah on fait pas attention. Donc moi-même, quand on a pris l'appartement, en fait on a pris la suite de celui qui était là avant. Du coup on n'a rien changé, on a appelé et on a dit voilà, celui d'avant c'était là, tel numéro, numéro de compteur, et du coup ça s'est fait tout seul. Et en fait, c'était le truc à pas faire parce que il existe des sites donc de comparaison. Vous mettez juste votre adresse et ça vous donne les tarifs en fait des sociétés, des différentes sociétés qui acheminent l'électricité. Et ces tarifs sont pas les mêmes en fonction de là où vous êtes. Donc c'est pas parce que dans une autre ville, il y a quelqu'un qui va vous dire moi j'ai cette société-là et je paye pas cher. Peut-être que vous, là où vous êtes, ça va être cher. Donc il faut vraiment faire en fonction de votre adresse. Euh, et moi, pendant 5 ans, donc dans l'appartement là qui était alors chauffage au sol, hein, le chauffage au sol ça consomme beaucoup, mais on est quand même que deux, on n'avait pas de sèche-linge, on n'avait pas de lave-vaisselle, on n'avait que la machine à laver, les ordinateurs et le chauffage au sol qui consommait voilà, beaucoup on va dire, puis bon le four quoi, la gazinière. Je payais 3000 couronnes par mois l'hiver, donc 300 €. Et l'été, 1000 couronnes, quoi, 100 €. Un peu plus, entre 100 et 150 € par mois. Donc l'hiver, 300 € par mois d'électricité. C'était quand même très très cher. Donc ça, c'était quand j'avais pris le relais en fait du locataire d'avant. Et puis un jour, ça m'a saoulée, je me suis dit non, c'est trop cher. J'ai discuté avec des copains autour qui m'ont dit mais non, mais nous on paye beaucoup moins cher, etc. J'ai fait le comparatif sur ce site, j'ai changé de fournisseur électrique. Ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. J'ai envoyé sur le site du comparatif, j'ai cliqué sur rejoindre cette société. Ça m'a demandé mon adresse, mon numéro d'identité, le numéro du compteur et c'était plié. J'ai rien fait, j'ai rien eu à faire. J'ai changé de société comme ça en 2-2 et j'ai payé moitié prix. Moins, même, j'ai payé un tiers presque du prix. Parce qu'au moment où on a changé, c'était en hiver et j'ai payé un petit peu plus de 1000 couronnes au lieu de 3000. Donc là, j'étais dégoûtée parce que du coup, je me suis dit, j'ai payé ça pendant 5 ans juste parce que j'ai eu la flemme de m'intéresser au sujet et de me poser et de dire tiens, je vais regarder un petit peu les différents tarifs. Donc même si vous ne le faites pas tout de suite quand vous arrivez, prenez le temps de le faire parce que ça peut ça peut représenter quand même une certaine économie. Pour terminer cet épisode, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que je sais qu'il y en a quelquefois qui veulent un peu essayer de gruger, de dire ouais, moi je vais essayer, je vais aller les 3 mois là, et puis je vais essayer de rester un petit peu plus après, peut-être qu'ils verront pas combien de temps je suis restée, etc. Une petite anecdote pour vous dire que qu'ils savent qui vous êtes, ils savent quand vous êtes arrivé, et que s'il faut vous expulser, ils vous retrouveront et ils vous expulseront, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous avais dit dans le premier épisode de présentation, il me semble que je vous avais dit, que les deux premières années où j'étais en Norvège, du coup j'avais un petit peu de mal à trouver beaucoup de travail avec ma société. Je travaillais, j'avais des piges, etc., mais pas assez. Donc je suis rentrée pas mal en France, à M6, pour travailler, pour faire quelques piges là-bas, pour renflouer un petit peu les caisses. Et du coup, ça a fait que la deuxième année, je crois, c'était celle-là où j'ai le plus travaillé, la deuxième année où j'étais en Norvège,
En fait, j'ai passé, pas mal de temps en France et puis j'ai pas mal, travaillé en France. Ce qui a fait que du coup, j'avais, peu de revenus en Norvège évidemment, parce que j'étais pas là. J'ai peu déclaré et du coup, quand on est indépendant, il faut déclarer son revenu régulièrement. De toute façon, j'ai un comptable qui fait mon chiffre d'affaires, à l'année et cetera et en fait, j'ai déclaré tellement peu que, au début de la troisième année, j'ai reçu un petit courrier, sympathique de Skatteetaten, donc de l'équivalent du trésor public quoi, ce qui gère les impôts, et cetera, qui me disait que, ils avaient remarqué que j'avais pas beaucoup de revenus et qu'ils se demandaient comment, je faisais pour vivre, que c'était pas trop normal tout ça et que j'avais 10 jours pour me présenter au bureau avec, justificatif, de travail et relevé de compte en banque et si je me présentais pas, j'étais expulsée. Tout simplement. Il n'y avait pas de détournement d'histoire, de machin, c'était voilà. J'avais pas de rendez-vous figé, fallait que je me présente au bureau sous 10 jours. Donc c'est-à-dire que si j'avais reçu le courrier à un moment où j'étais en France et où j'étais pas là, j'aurais été expulsée quoi. Enfin c'est assez ouf. Après je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de gérer par rapport aux dates et tout, mais bon ça fait flipper quand on reçoit ce genre de courrier. Et du coup, je me suis présentée, j'avais quand même travaillé donc j'ai présenté, mes fiches de paye, mes relevés et cetera. Puis ils avaient, aussi oublié de prendre en compte que je suis en concubinage avec mon copain. On vit à la même adresse, on vit ensemble, on est, samboer donc on est, concubins en fait. Et du coup, ils avaient pas pris en compte ses revenus à lui aussi. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de revenus, hein, effectivement, c'était chaud, mais assez pour vivre. Donc ils ont même pas trop épluché les papiers. En fait, j'ai juste dit ça. J'ai dit bah non, mais moi je travaille, j'ai ma société. Enfin là, j'ai un shooting photo demain. Non, je travaille quoi. Enfin, je suis là. Et du coup, le rendez-vous s'est vraiment très bien passé. Ils m'ont dit: «Ah OK, non mais c'était comme ça, c'était juste un contrôle», en fait, ils m'ont expliqué qu'ils contrôlaient, comme ça parce qu'il y a des gens qui sont, heu, officiellement résidents en Norvège et puis qui travaillent en fait, en France, mais qui sont plus en France qu'en Norvège. Donc du coup, ils ont pas le droit normalement enfin voilà, il y a plein de bidouilles comme ça, donc ils m'ont dit: «Non, non, mais OK, il y a pas de souci, c'était juste un rendez-vous de contrôle, en fait, justement pour, que vous prouviez que vous étiez sur le territoire norvégien, que vous étiez là en ce moment et puis que vous étiez active et puis que vous travailliez, quoi». Mais ils m'ont dit, quand même: «Attention, c'est peu les revenus là, si ça continue comme ça, il y a de fortes chances que vous soyez de nouveau, reconvoqué et puis si vous êtes avec votre compagnon qui est français et cetera, peut-être qu'il y aura un contrôle pour voir un peu, est-ce que comment vous y arrivez, quoi. Donc voilà, pour vous dire que voilà, les infos sont en Norvège, tout est transparent. On peut connaître, le salaire de son voisin, combien il paye d'impôts et cetera. Donc les autorités savent tout. Elles savent combien vous gagnez, elles savent, voilà, ce que vous êtes, où vous êtes, donc il y a pas trop de possibilités de contournement, quoi. Même si on arrive à gratter quelques jours ou quelques semaines, arrivé un moment, on va se faire pincer, en fait. Donc voilà pour la petite, histoire. Et puis ça recoupe aussi ce que je vous ai dit au début de l'épisode par rapport au numéro d'identité, norvégien, qui peut être attribué au début quand on arrive et qu'on fait les démarches, qui peut être attribué de façon, temporaire, donc c'est le D-numéro, à l'inverse de l'ID, norvégien, du personal, numéro. Et en fait, ce numéro temporaire, il est valable que 5 ans. Donc effectivement, si au bout de 5 ans, vous travaillez peu ou pas, il y a de fortes chances que ce numéro ne vous soit pas renouvelé, en fait. Ils peuvent vous dire: «Nous, on estime que vous n'avez pas assez de revenus pour, subvenir à vos besoins en Norvège et du coup, on vous renouvelle pas ce numéro d'identité. Et en fait, comme je vous ai expliqué tout au long de l'épisode, sans ce numéro d'identité, on peut pas vivre en Norvège en fait. On peut pas avoir de compte en banque, on peut pas avoir de logement, on peut pas prendre
un téléphone portable, par exemple. En fait, ce numéro d'identité, il est, il y a tout dedans. Il y a notre casier judiciaire, il y a nos relevés de compte, il y a, par exemple, nous, quand on est allé prendre notre téléphone portable, notre numéro de téléphone norvégien, ils nous ont demandé notre numéro d'identité et du coup, avec ce numéro-là, ils ont vu en fait si on pouvait payer l'abonnement tous les mois, si c'est vraiment, ils voient vraiment tout avec ce numéro. Donc voilà, ça c'est les premières étapes de l'intégration en Norvège. Donc c'est pas forcément très compliqué puisque les démarches en plus sont assez claires et il n'y a pas beaucoup de démarches à faire. Vous trouverez en plus sur internet toutes les informations nécessaires pour faire toutes ces démarches-là. Et puis après, eh bien, du coup, ça nous amène direct au prochain épisode de l'intégration qui sera trouver un travail. Parce que justement, votre intégration ne sera réussie que si vous trouvez un travail. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions en Norvège. Alors il y a un service, comme je vous disais, il y a l'équivalent du Pôle emploi, il y a un service de chômage, hein, évidemment. Si vous travaillez une période et puis qu'après vous perdez votre emploi, évidemment vous êtes couvert, il y a du chômage. Ça dépend de combien vous avez gagné, de quel statut vous aviez, du coup ça va déterminer combien vous touchez et combien de temps, etc., comme en France, comme partout. Ce qui est différent de la France en Norvège, c'est que quand on arrive en tant qu'étranger, en tant que ressortissant européen, tout du moins, il n'y a pas d'aide. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas d'aide, c'est qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. On n'a pas le droit à des cours de norvégien, on n'a pas le droit à des APL, on n'a pas le droit à de l'aide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aide. C'est même difficile de trouver. Je vous ai dit, moi j'ai fait appel à un cabinet de comptable parce que je trouvais même pas les documents en anglais en fait. Donc ça peut être une difficulté. Et donc il n'y a pas de cours de norvégien gratuits. Il y a des cours de norvégien gratuits, mais pour les non-ressortissants de l'UE, qui eux ont des aides, évidemment, il y a plein d'aides, mais pour les ressortissants de l'UE, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'aide, donc il faut vraiment se débrouiller tout seul, il faut vraiment faire avec son budget perso. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des questions principales. Si jamais j'ai oublié des points, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des petits messages et puis je pourrai y répondre dans le prochain épisode. J'ai certainement oublié des trucs, hein. En tout cas, ça nous amène directement donc au prochain épisode qui sera sur comment trouver un travail en Norvège pour la suite de la série sur l'intégration. Je vous dis à bientôt. Ha det!